Bon, allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Tu peux pas faire une chanson si tu veux. Ah non. Ça t'a pas le micro, j'ouvre le deuxième ou pas? J'aime pas trop les micros, mais on va essayer de faire ça. Le deuxième micro, il y a quelqu'un qui en a besoin ou pas? On va dans le public, je pense. On va dans le public, je pense. Peut-être pour le public. Pour le public, Ouais. Je vais l'allumer. Nous allons tout doucement commencer, c'est possible. Sachez que les places devant ne sont pas taxées, donc vous pouvez également venir devant. Vous pouvez vous asseoir devant pour éviter qu'il y ait des vides. Ça permettrait d'être plus proches l'un de l'autre. Il y a des stylos devant, hein. Derrière, il n'y a pas de stylos. Le deuxième, il est pas celle-là. Donc nous allons commencer notre conférence de presse aujourd'hui à Valenciennes, en présence de Yacine Amara, candidat, et de sa suppléante Ifakat Yuna. Avant tout, je souhaitais tous et toutes vous remercier d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse qui est un moment historique pour nous. Un moment historique étant donné que depuis 18 heures, les candidatures officielles pour l'initiative sont closes. Et nous avons aujourd'hui pu décompter 52 candidats officiellement investis par le parti Égalité Justice. C'est une première pour nous, c'est une première pour beaucoup de personnes. Ceci prouve qu'il y a encore des gens qui sont intéressés par la politique et que la politique intéresse certaines personnes, sauf qu'on oublie aujourd'hui de devoir toujours mettre au cœur du débat l'humain. Je pense qu'aujourd'hui le PS a réussi à faire ceci, à montrer encore une fois qu'il faut compter sur les personnes et compter sur l'humain pour pouvoir avancer. Donc le fait que depuis 2 ans et demi le PS soit un parti nouvellement créé prouve que nous pouvons aujourd'hui, à travers des ambitions qui peuvent se réaliser, permettre à nous, à des personnes de rêver d'une société meilleure, de rêver d'une France meilleure. C'est ce qu'on arrive à démontrer, à prouver aujourd'hui. J'espère que le 11 juin, lors des élections, lors du premier tour, ceci sera concrétisé par un vote massif pour les candidats du Parti Égalité Justice. Qu'est-ce que le Parti Égalité Justice? Le Parti Égalité Justice, c'est un parti qui a été créé en 2015 sous l'impulsion de pas mal de personnes qui étaient impliquées dans des partis ordinaires, mais qui ont toujours été rejetés et jamais été mis à avoir des responsabilités au sein de ces partis. Malheureusement, à chaque fois, ils ont été cantonnés à devoir faire soit du collage, soit attendre leur tour. Malheureusement, le temps passé, ils n'ont jamais eu de responsabilité. Ces gens étaient toujours dévoués pour l'intérêt général et surtout pour l'évolution de la société en général. Malheureusement, ils ont dû attendre, patienter. Mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'était pas patienter, c'était surtout que certaines personnes ne souhaitaient pas faire fi de leurs privilèges et voulaient garder les fauteuils sur lesquels ils étaient. C'est de là qu'en 2015, le parti Égalité et Justice a été fondé. Mais avant ça, le parti a fait des expériences. C'est pas une idée qui a été mise en place par quelques personnes pour essayer d'exister politiquement. Non, nous avons fait des campagnes, que ce soit sans étiquette, en indépendant, ou d'autres, à travers des listes citoyennes, où on a pu prouver que nous pouvions aujourd'hui représenter environ 3 à 5% en moyenne lors de chaque élection. Ceci est un bon début. Ceci prouve qu'il y a encore des gens motivés, des gens qui ont envie aujourd'hui de s'investir pour l'autre et non pour pouvoir uniquement préserver leur fauteuil et préserver leurs privilèges. Malheureusement, la classe politique a du mal à se renouveler. Malheureusement, la classe politique, c'est toujours la même chose.
on enlève l'emballage, mais le produit reste le même. Nous avons la preuve aujourd'hui, après les élections présidentielles. Encore une fois, certes, vous allez me dire qu'il y a pas mal de personnes à la société civile qui sont nommées à des ministères, mais lorsqu'on regarde les ministères les plus importants, c'est toujours les mêmes personnes qui sont nommées dans ces ministères. Et c'est eux qui ont toujours la même mise sur le pouvoir. Donc nous disons qu'il faut compter sur la société, compter sur les citoyens, compter sur l'humain, et c'est ainsi que nous allons pouvoir avancer. Le Parti Égalité et Justice, en 2 ans, a réussi à faire un effort très important. L'effort de passer d'un parti local à un parti national. Oui, aujourd'hui, le Parti Égalité et Justice n'est plus le parti local cantonné à Strasbourg, en Alsace. Aujourd'hui, le Parti Égalité et Justice est un parti non départemental, non régional, c'est un parti national. Nous sommes présents, que ce soit à Marseille, aujourd'hui à Valenciennes, à Rennes, à Rouen, à Strasbourg et dans d'autres villes, dans les grandes villes de l'Hexagone. Et ceci est une preuve qu'il y a un nouveau dynamisme qui est mis en place. Ceci est la preuve que maintenant, aujourd'hui, nous pouvons penser à ce qu'il y ait réellement un renouvellement de la classe politique. Ceci est possible suite aux élections présidentielles. Lors du premier tour, nous avons vu que la classe politique est divisée. Cette classe politique qui auparavant comptait la droite et la gauche, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Si on fait attention, les partis ordinaires sont au bord de l'implosion, voire pour certains ont déjà implosé. Ils attendent leurs heures. Je parle naturellement du PS et bientôt des Républicains suite à la nomination du nouveau gouvernement. Ceci est la preuve que le renouvellement, c'est aujourd'hui et non demain. Et nous faisons partie de ce renouvellement. C'est de là que nous avons décidé de mettre en place cette marche en avant pour essayer davantage et davantage montrer que le citoyen lambda, qu'ils disent si bien haut et fort, peut également faire avancer le débat politique et le débat de la société. Oui, notre socle électoral, c'est la classe populaire, c'est la diversité culturelle et culturelle. Nous, on le dit haut et fort, parce qu'on a besoin aujourd'hui de donner confiance à la société, avant tout aux citoyens, pour pouvoir redresser la barre. On ne peut pas faire les choses d'en haut si on ne pense pas à ce qui se passe en bas. On ne peut pas comprendre en bas les souffrances qu'il y a dans le quotidien si on est toujours cantonné à raisonner par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce qu'on est au-dessus, c'est-à-dire à Paris, au pouvoir. On ne peut pas savoir ce qui se passe sur le terrain, dans les banlieues, dans les quartiers, et également dans les lieux où il y a une classe moyenne et populaire qui a du mal aujourd'hui à vivre. Cette classe populaire moyenne qui essaye de chercher sa place à travers, malheureusement, beaucoup de difficultés, que ce soit financières, que ce soit sociales, que ce soit culturelles. Nous avons besoin de redonner la parole au peuple. C'est pour ça que nous disons qu'il faut arrêter de parler de termes vivre ensemble. Vivre ensemble, pour nous, c'est une coquille vide qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, il faut aller vers le bon vivre ensemble. Il faut que nous puissions tous bien vivre ensemble, que nous puissions tous ensemble chercher le meilleur pour chacun, pour qu'on arrête de toujours devoir marginaliser, stigmatiser l'autre pour essayer de tirer un profit, un intérêt. D'autre part, nous disons qu'il n'y a pas de classe politique. Droite-gauche n'existe pas. Pour nous, avant tout, il faut mettre au cœur de notre débat l'humain. L'humain est important. Déjà, lorsqu'on commence à diviser entre droite et gauche, on est en train de diviser la société en soi. Les clivages droite et gauche n'existaient pas auparavant. C'est une notion moderne qui a été mise en place pour essayer davantage et davantage stigmatiser ou bien segmentiser la société. Donc nous disons qu'il faut avancer à travers l'humain. Si on arrive à chercher, à tirer le meilleur de l'humain, on pourra tous vivre de manière digne, de manière saine dans la société. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui à travers notre parti, le Parti Égalité et Justice. Je ne vais pas prolonger plus longtemps, mais encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une présence assez importante. Ceci accorde la preuve que le dynamisme est en train d'être mis en place, mais nous disons encore et toujours qu'aujourd'hui, si nous existons, c'est grâce à vous. Le Parti Égalité et Justice, c'est avant tout vous. C'est grâce à vous que ce parti a été mis en place, et uniquement pour vous qu'il a été mis en place. Nous sommes seulement les représentants. Nous le disons toujours haut et fort. Nous ne sommes pas vos seigneurs, nous sommes vos serviteurs, et c'est ainsi que la politique doit être faite. Et arrêtez de penser à chaque fois au jeu de la chaise musicale, pensez à préserver ses intérêts au détriment de la société. Nous ne sommes pas là pour essayer d'écraser la population qui souffre, mais au contraire d'éveiller cette population, qu'on sait très bien qu'au sein de cette population, au plus profond d'elle, il y a beaucoup de choses que la société doit exploiter. À travers son multiculturalisme, à travers son pluriculturalisme, on sait que la France d'aujourd'hui, la France de demain sera encore meilleure. Il suffit d'arrêter de stigmatiser l'un et l'autre.
Je vous remercie. Je vais passer la parole à Yazid Amara, le candidat de la 21e circonscription du Nord. Et après, je passerai la parole à sa suppléante, Madame Ifkat Yona. Merci de ton intervention et je trouve cela très enthousiasme aussi pour nous tous. Vous m'entendez? Non, ça va. Je ne vais pas faire comme vient de présenter notre président du parti Égalité Justice, parce que si je prends la parole, donc il faudra commander les pizzas et puis il faudra attendre demain et après-demain. Donc pour cela, je me suis mis un cadre de référence qui me permet justement de pouvoir me limiter dans le temps et aussi dans le temps de parole. Alors mesdames et messieurs et chers amis, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en ce vendredi. Certains sont même venus de loin avec enthousiasme au lancement de cette campagne législative. Je vous en suis particulièrement reconnaissant parce que c'est un moment important pour moi, pour nous tous d'ailleurs. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Nous sommes entrés dans une période d'échéance électorale incertaine qui risque de changer le visage politique de notre pays. N'oubliez surtout pas qu'au soir du 18 juin prochain, un nouveau Parlement sortira des urnes, une nouvelle majorité sera élue. Cette majorité, c'est elle qui gouvernera le pays dans les 5 années à venir. C'est elle qui fera les lois. C'est elle aussi qui conduira les réformes et qui mènera la politique intérieure de la France. Ces élections législatives sont décisives. Elles peuvent tout changer. De ce scrutin législatif dépend le redressement de la France ou sa faillite, l'espoir ou le chaos. Candidat investi par le parti Égalité Justice, je fais avec vous un véritable contrat de confiance. Je serai un député utile, concret et efficace dans les responsabilités qui me seront confiées pour la France. Je veux représenter notre territoire et ses citoyens à l'Assemblée nationale. Et pour m'accompagner dans ce travail, j'ai l'honneur, et j'ai eu cet honneur, d'être à côté d'une personne, une femme, courageuse et investie. Son engagement et son honnêteté m'ont rapidement convaincu qu'elle était la personne idéale pour m'accompagner dans cette candidature. Il s'agit de Madame Yona Ifkat, et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous porterons et défendrons les projets de la 21e circonscription auprès des instances et partenaires nationaux pour que leur concrétisation dynamise toujours plus notre territoire et renforce notre qualité de vie. Mes chers amis, je vous demande de nous croire, je vous demande de nous soutenir. Cette vision est la vôtre. Et cette vision-là, je tiens à vous rappeler de vous laisser emmener dans une expérience, dans un voyage. Et pour cela, je vous appelle d'en convaincre nos compatriotes. Je vous invite à la mobilisation générale pour qu'ensemble, nous donnons du sens à demain, pour que notre avenir et celui des jeunes générations, nombreux aujourd'hui, ne soient pas compromis, privés de perspectives et d'espoir. Le 11 juin, je vous appelle à choisir le PEJ, Parti Égalité Justice, l'action courageuse et responsable, à faire le choix du travail et du mérite, de la sécurité, de la justice et de la solidarité. Chacun en a conscience. Chacun en a conscience que la précarité et le chômage sont les maîtres mots et le fléau de notre société, surtout dans notre territoire de la 21e circonscription. De plus en plus de Français s'endettent pour régler leurs factures de vie de tous les jours, ou payer leur loyer. Les Français se privent de chauffage, d'eau chaude ou d'une visite chez le médecin ou le dentiste. L'augmentation de la pauvreté, à savoir qu'il y a plus de 4 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. La montée des inégalités et bien sûr les discriminations. Il suffit de voir les résultats lors des dernières élections présidentielles. 10 communes concernant la 21e circonscription ont dépassé les 52% pour le vote Front National. Beaucoup d'entre nous ont la sensation, et je l'entends souvent, la politique ne peut plus rien pour nous. Nous avons été trahis, humiliés, abandonnés. Mais est-ce que ce sont des raisons qu'on puisse baisser les bras et ne pas lever la tête? Pour terminer,
je vous demande, non, ou plutôt je vous invite à l'action et à faire vivre votre territoire. Ensemble, soyons rassemblés, restons mobilisés pour la victoire. Vive la France, vive la République. Je remercie mon ami Yazid qui vraiment, comme vous l'entendez si bien, parle du cœur. Il parle d'un projet qu'il est prêt à porter, mais d'apporter naturellement avec vous. Il compte sur vous, comme de tous, on compte sur vous. Parce qu'avant tout, il ne faut pas oublier que les élections, ça passe par des électeurs. Et l'abstention, ce n'est pas la solution. Mais au contraire, c'est le problème, parce que plus on va s'abstenir, et malheureusement, plus les personnes qu'on dénonce, qui ont des privilèges, les personnes qu'on montre du doigt, qui pensent qu'à eux, qui ne font que pour eux, vont continuer à prospérer tranquillement. Donc il faut, le 11 juin, voter naturellement, dans un premier temps, Yazid, et dans un deuxième temps, le PEJ. Je passe la parole maintenant à Madame Youna Ifakat, qui est également, comme Yazid l'a dit, un des piliers. Je l'ai connu par hasard. J'aime pas beaucoup les réseaux sociaux, mais là, c'est une très bonne connaissance que j'ai fait à travers les réseaux sociaux. Ça fait quelques mois que nous connaissons, et j'ai vu vraiment une dame qui a su mobiliser, une dame qui a su rassembler, et une dame aujourd'hui qui est présente sur le terrain. Ceci est encore la preuve du PEJ, malgré beaucoup de détracteurs qui pensent que nous sommes un parti fermé. Au contraire, nous sommes ici autour d'une table avec le multiculturalisme que représente la France. Et encore une fois, je remercie Youna Ifakat qui a fait beaucoup de travail et que je pense va dynamiser votre circonscription. Tout premièrement, je vous remercie tous d'être venus. C'est déjà un premier pas pour vous et pour moi, ce qui m'encourage aussi. Je remercie M. Chakir et M. Amara qui m'accompagnent, on va dire, dans son combat. C'est un combat qu'on doit mener. Pourquoi? C'est le combat, c'est votre combat. Je redis encore et je le redirai toujours, si on est là, c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on se bat. Mais sans vous derrière nous, on ne peut rien faire. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est notre diversité, c'est notre multiculturalisme qui va faire notre force. C'est pas parce que, je vais dire, on est différent qu'on ne peut pas. Non, je suis désolée, on le peut tous. C'est notre différence qui va faire notre force ici dans le Nord. On nous le redit à chaque fois, non, vous n'êtes pas fait pour ça. Je suis désolée, on a tous notre place, on a tous notre mot à dire. Si vous voulez qu'on fasse entendre votre voix, c'est à vous d'être derrière nous. C'est vous qui allez faire notre force, c'est vous qui allez faire qu'on va avancer dans ce combat. Je vais dire, sans vous, nous, on n'est rien du tout. Ça, on peut le repréciser à chaque fois, hein, Monsieur Yazid. Je vais dire, j'ai pas de mots pour dire l'émotion que j'ai là aujourd'hui, parce que c'est un... Désolée, hein, j'ai pas de discours déjà prêt, tout vient du cœur, comme on dit. Je me bats pour vous, ça vous êtes sûr et certain. Je me bats pas pour un siège au Parlement ou ceci ou cela. Ceux qui me connaissent ici le savent. J'ai du courage, et c'est grâce à vous. Ça, je le dis. Je suis mère de 2 enfants. Je vais laisser peut-être notre président qui parle mieux que moi. Je remercie à nouveau Ifakat. Vous voyez à quel point elle parle du cœur et rien que du cœur. L'émotion, on la sent. Et moi aussi, je suis très ému parce que, d'une part, je suis aujourd'hui à Valenciennes. C'est la première fois que j'ai eu la chance de venir, de voir votre si belle région. Même si vous pensez que votre région est un peu loin de tout ce qui se passe dans l'Hexagone. Mais sachez que vous avez une très belle région. Vous êtes chaleureux. Vous êtes des personnes qui, je pense, méritent beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. Même si vous pensez que vous avez beaucoup, je pense qu'à travers Yazid et Ifakat, vous voyez que c'est le cœur qui s'exprime, c'est l'humain qui s'exprime. Et aujourd'hui, il faut essayer de porter ces valeurs. Donc nous allons passer à la dernière phase de cette conférence, les questions. Nous prenons toutes les questions, on essaie d'y répondre de la meilleure des franchises. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions afin qu'on puisse répondre pour que vous puissiez davantage et davantage aider Yazid et Ifakat dans ce long combat
qui va commencer ce soir jusqu'au 11 juin. Non, plutôt 10 juin parce qu'il faut arrêter un jour avant. Donc, y a-t-il des questions? Vous êtes si nombreux, pas de questions, ça serait malheureux. Ah. Voilà, ma question se porte sur les dossiers prioritaires dans le territoire. Voilà. Les dossiers qui sont très chauds, qu'il faut attaquer dès le départ. Vous avez parlé de la précarité, de la pauvreté, donc voilà, revenir à ce sujet. Avant que Yazid s'y veut y répondre également, moi je voudrais faire une petite brève réponse à cette question. Nous sommes des politiciens réalistes. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour promettre n'importe quoi qu'on ne va pas réussir à tenir. Nous ne sommes pas là pour essayer de dire qu'aujourd'hui nous allons redynamiser avec un mandat, avec 3, 4, 5 élus, si Dieu le permet, au soir du 18 juin, qu'on va changer les choses. Nous on dit qu'il faut déjà donner de l'espoir. L'espoir à cette population qui est oubliée. C'est un espoir qu'il faut donner et naturellement traiter après les dossiers au fond du problème. Si aujourd'hui on promet, je pense que Yazid va faire un complément de réponse, qu'aujourd'hui qu'on promet que nous allons en un mandat ou alors à une présence lors de la campagne électorale pouvoir tout changer, ce serait vraiment utopique et vous mentir. Nous ne sommes pas là pour mentir, c'est ce qui s'est passé depuis longtemps. Je peux faire des discours, je peux faire des tableaux derrière, vous expliquer pas mal de choses, mais je sais très bien que ce n'est pas avec mes 5-6 députés à l'Assemblée nationale que je vais pouvoir faire changer les choses. Mais on dit une chose, il faut changer en bas. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le taux d'abstention, lorsque moi, les candidats me demandent comment est-ce qu'on va faire concernant les professions de foi, les bulletins de vote, alors qu'il y a tant d'abstention, c'est du gâchis. Oui, c'est du gâchis financier, mais c'est aussi du gâchis parce qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Et aujourd'hui, on oublie que c'est quelque chose de fondamental et important. C'est pour ça qu'il faut déjà redonner cette envie à la personne de se déplacer 5 minutes un dimanche, voter pour la personne pour laquelle il a envie de voter et cesser de voter contre quelqu'un, parce que si on fait attention aujourd'hui, on vote plus contre que pour quelqu'un, parce qu'on veut faire barrage à chaque fois contre des personnes, et on a oublié de voter pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous on dit qu'il faut voter pour quelqu'un. Dans la 21e circonscription, il faut voter pour Yazid, parce que Yazid, c'est vous avant tout, c'est votre reflet, c'est pas la personne qui a débarqué, parachuté, qui vient et qui va essayer de grappiller des voix. S'il arrive à rentrer à l'Assemblée nationale, tant mieux pour lui. S'il ne rentre pas, il va essayer 5 ans plus tard dans nos circonscriptions. Non, Yazid, c'est l'enfant du pays, Ifakat, c'est l'enfant du pays, et ils sont là pour vous. Donc si Yazid veut répondre, si faire un complément. Pour répondre à votre question, alors d'abord, il faut que je me présente par rapport aux propositions que je vais vous donner. Alors moi, j'ai 52 ans, je suis né à Valenciennes, j'ai fait mes études à Valenciennes, j'étais travailleur social à Valenciennes, animateur à Valenciennes, et j'étais dans des comités de pilotage qui traitaient à l'époque dans le cadre des projets intercommunaux, dans le sens où on devait s'occuper plus de la notion de précarité, il y avait la notion de chômage, il y avait les minima sociaux, bon bref. Il y avait un tas de qualificatifs qui mettaient l'être humain au cœur même de cette politique-là. Et je me suis rendu compte avec le temps que les politiciens n'avançaient pas énormément, c'était plus les comités de solidarité qui faisaient avancer les choses. Et comme il vient de dire le président, je ne suis pas là pour vous promettre quoi que ce soit. En toute sincérité, je n'ai pas une baguette magique en disant je te promets ceci ou je promets cela. Mais il y a une chose que je peux vous dire, et j'en suis sûr, je ne lâcherai rien. Je suis un battant. Ceux qui me connaissent dans le Valenciennois et dans les autres rues de cette circonscription savent qui je suis. J'ai fait de l'humanitaire, je me suis toujours donné à fond. J'étais éducateur, j'ai des anciens collègues qui étaient là, je me suis toujours donné à fond. J'ai toujours été solidaire, surtout dans la notion de l'éducation, dans le cadre de la formation. Puis avec le temps, j'ai bifurqué. Aujourd'hui, je suis enseignant, je suis prof de philo, d'accord, avec une spécialité qui est la théologie. Et quand j'ai des élèves en face de moi, ce que je leur dis tout le temps à mes élèves, et récemment ce matin en plus, ce sont des élèves de terminale. Je leur dis bientôt vous allez passer votre bac. En passant votre bac, n'oubliez surtout pas une chose, vous avez une valeur ajoutée. Vous savez ce que c'est cette valeur ajoutée? C'est de vous battre, de vous défendre. Parce que la vie, elle ne vous fera pas de cadeau. Surtout, ne promettez jamais une chose que vous ne pourrez jamais, d'accord, garantir à qui que ce soit. Mais dans la valeur d'un être humain, sans utopie, sans rêve, c'est que toute personne qui se bat
pour un idéal, et que cet idéal est basé sur l'humanité et sur le bien des autres, c'est que s'il vous dit « je ferai tout pour vous, je me battrai pour vous, mais je suis désolé, en retour, si moi j'ai pas votre énergie, si j'ai pas votre soutien, moi je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit tout seul. » On ne peut applaudir avec une main seule. J'ai une main et la deuxième c'est la vôtre. Et je l'attends sincèrement dans cette 21e circonscription. D'autres questions? Oui. Je reflétais le fait que les candidats parlent de leur engagement citoyen ce jour. Comment ils se sont investis dans la cité, dans la vie de Valenciennois. Je vais d'abord laisser la parole à la suppléante. On va d'abord laisser. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais commerçante il y a à peu près plus de quelques années. J'ai plus de 15 ans en arrière, on va dire, en tant que commerçante ici. Je me suis engagée auprès des jeunes depuis 2014. Je suis... le problème des jeunes, on va dire, comme j'ai pu cerner, c'est un manque d'identité qu'ils ont. Parce que les jeunes issus de l'immigration ne savent pas s'ils sont de telle ou telle nationalité parce qu'on les rejette à chaque fois. Je précise ça parce que c'est le problème que j'ai à chaque fois ici, dans les associations ici et à Paris, parce que j'œuvre aussi à Paris, je suis à la Sorbonne, et en même temps ici sur le terrain. Je vois le problème de tout le monde, des jeunes et des autres personnes, des couples qui ont du mal à vivre, même je dirais même à survivre. Et c'est à cause de ça que je m'engage pour eux. Parce que je vois la difficulté qu'ils ont. Et ce n'est pas les pauvres, comme ils le disent, qui rend encore la France plus pauvre. Ça, c'est un point que je voudrais bien préciser, qu'il faut que tout le monde le sache. Ce n'est pas à cause de vous que l'État est comme ça. Non, c'est à la mauvaise gestion politique que le gouvernement fait. Et là, je mets le haut là. C'est à cause de ça que je m'engage. C'est à cause de toute cette rancœur que j'ai en moi, qu'on puisse dire la colère. C'est même plus de la rancœur, c'est de la colère que j'ai, qu'on accuse toujours les mêmes personnes. Et c'est de là que je m'engage fortement dans ce combat. Merci Frédéric. J'étais sûr que tu allais poser cette question-là. Alors, me concernant, je me suis lancé dans la politique en 2001. J'étais dans le parti PS, dans la commune de Anzin. Et je me suis retiré en 2013 pour diverses raisons, parce qu'il y a des situations que je ne pouvais pas accepter. C'était pas possible. J'ai vu comment fonctionnait un appareil politique. Et aujourd'hui, j'en suis ravi de savoir que le PS s'est retrouvé lors des élections présidentielles à 6,53%. Parce qu'à l'époque, quand j'étais avec Fred, parce que Fred et moi nous étions ensemble, j'ai dit, tu vois, ce qu'on est en train de vivre actuellement, j'ai bien peur que tôt ou tard, cette machine, cet empire tombera. Et c'est normal. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il manquait de sincérité et d'honnêteté. Chez nous, les êtres humains, c'est ce qu'il nous faut. En dehors de cela, j'ai fait de l'humanitaire. Je suis parti au Mali, je suis parti dans les pays du monde arabe, je suis parti aussi au Sénégal, je suis parti aussi, j'ai fait pratiquement toute la France lorsqu'il y a eu les inondations dans le sud, et je me suis dit à ce moment-là que sans cette solidarité entre les peuples et entre les humains, on ne peut pas avancer. Mon parcours, il est pluriel. J'ai tout fait dans ma vie. Électricien, oui, j'étais électricien pendant un moment, je faisais les chantiers. Ensuite, formateur en gestes de premier secours. Ensuite, réflexologue, je suis toujours réflexologue, et je suis formateur en réflexologie. Ensuite, praticien en ventouse, c'est ce qui est parallèle comme celui qui pratique de l'acupuncture. Ensuite, éducateur, mes collègues sont là. Animateur aussi, socio-éducatif. Et aujourd'hui, je suis enseignant. Et j'ai repris la politique. Pourquoi j'ai repris la politique? C'est avant les élections présidentielles, je me posais énormément de questions. Lorsque j'ai vu le Front National de la manière comment il montait,
Et lorsque je voyais cette jeunesse-là, les jeunes qui sont devant moi, là, je leur disais, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Vous n'allez pas voter, vous n'êtes même pas inscrit sur les listes électorales. Et l'abstention est tellement élevée, déjà à l'époque, et là, quand j'ai vu ça, c'est encore pire, je me suis dit, mais Yazid, si tu baisses les bras, et je considère cela comme une indignité pour moi, une indignité humaine, si tu ne lèves pas la tête, et tu ne te bats pas pour la nouvelle génération, pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les handicapés, mais il y a aussi un autre groupe d'individus qu'on a oublié, qu'on a ciblé, qu'on ne cible jamais, les SDF. Les SDF. Ah, ces gens-là. Si vous avez eu l'occasion une fois dans votre vie d'être avec ces gens-là, de vous asseoir à côté, vous savez, moi, ce que je fais en hiver, il y en a qui peuvent en témoigner. Hein. Ben, je prends de la soupe et je fais tout le valenciennois. Vous savez qu'est-ce que je fais en hiver, pendant la période hivernale? Ben, je demande à des gens de préparer du couscous, et moi, je m'en vais dans le valenciennois, et puis je commence à leur donner ces repas. Et puis quand je m'assois à côté d'eux, et je les écoute, je prends le temps de les écouter. C'est comme ça qu'on s'enrichit humainement parlant. Je suis pas en train de... À ce moment-là, je me dis, Yazid, tu n'es pas en train de te déshumaniser, au contraire. Tu es en train d'évoluer, de comprendre l'individu, l'être humain. Quand vous écoutez ce SDF-là, il vous raconte sa vie. Vous serez bien étonné. Vous savez, les stéréotypes, les préjugés qu'on a quand on voit quelqu'un mal habillé. Moi, en toute sincérité, je n'ai pas l'habitude de mettre un costume. Ceux qui me connaissent, quand ils m'ont vu, ils ont fait « Oh !» Ils étaient tous étonnés. Bah oui. Mais sur le terrain, je suis un autre homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je lâche rien. Moi. Je fais partie de ceux qui disent « Je ne lâche rien ». Bah, ces gens-là, vous savez, j'ai appris énormément d'eux. Il a fallu énormément d'années. Et je vous invite aussi à en faire autant. Et vous comprendrez que la politique est au cœur même de toutes ces questions sociales. La politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les députés, ce sont eux qui vont voter les lois. C'est eux qui vont décider justement du pays de demain. Ce n'est pas le pauvre petit SDF. Ce n'est pas vous aussi en restant les bras croisés. Mais par contre, vous pouvez changer les choses. Vous savez comment? C'est en votant. En allant votant tous, ensemble, en masse, pour le meilleur des individus, qui va vous représenter. Et c'est ça qui est important. Et je vous invite les jeunes, parce que mon fils, il en fait partie, ma fille, ses amis, de lancer une campagne, et d'inviter les jeunes justement à participer à cette campagne-là. Tous ensemble, une seule voix. Et vous verrez que vous serez heureux. Même, quels que soient les résultats. L'essentiel, c'est se dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Je me suis engagé à essayer de changer les choses pour ne point avoir de regrets après. Moi, je n'ai aucun regret aujourd'hui. J'ai mon ami qui m'a fait un petit diagnostic, une opération chirurgicale sociale concernant certains chiffres des 20 communes de notre circonscription. Il y a 10 communes, dont une, je suis très étonné, 66% du Front National. Le pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi, je n'en sais rien. J'entends autour de moi des gens qui disent, bah écoutez, c'est une circonscription raciste maintenant. Autour de moi, Martin est raciste, Louis est raciste, François est raciste. Je dis non, calmez-vous. Non. Parce que moi, je connais Mohamed qui vote le Front National. Je connais Kadou qui vote le Front National. Est-ce que c'est le fait d'être xénophobe, de détester l'autre, de voter le Front National? Non. Vous savez ce que c'est? Ce sont des personnes désœuvrées. Ce sont des personnes qui n'ont pas de repères. Ce sont des personnes qui sont écœurées de la politique aujourd'hui. Et ces personnes-là, par haine, pas la haine de l'autre, non. La haine de la politique qui mène aujourd'hui, qui vote le Front National. Je vous invite de ne pas raisonner ainsi. Vous avez des neurones, j'espère qu'elles sont positives, et en fonction de cela, essayez de réfléchir et d'apporter le meilleur de vous-même. Parce que le 11 juin, c'est vous qui allez donner un autre visage de la France. Le 11 juin, c'est vous qui êtes responsable de la situation française. Le 11 juin, c'est votre destin. Elle est entre vos mains. Merci beaucoup.
Une question tout derrière, allez-y. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que vous êtes un parti des gens issus de l'immigration? Vous savez, on dit une chose qui est simple. Lorsque vous me posez la question, un parti issu de l'immigration, moi je suis français à part entière, je suis né en France, j'ai grandi en France, avec des origines. Donc si aujourd'hui encore ces gens arrivent à essayer de diviser la société en disant qu'on fait partie d'une frange de la population, comme le disait Yazid, je pense qu'il y a un problème au fond de eux, parce qu'ils essaient toujours de juger l'autre. Nous, on n'est pas là pour juger l'autre, il faut voir quel est le mal-être qui est au fond de eux. Me concernant, on n'est pas un parti issu d'une telle diversité ou d'une autre diversité. Lorsque vous faites attention, concernant les 52 candidats du parti Égalité-Justice, nous avons des personnes de toute zone, de tout niveau social, de tout niveau culturel et de tout milieu. Par conséquent, dire une chose, l'affirmer sans pouvoir le justifier, me paraît un peu fort de café. C'est pas parce que dans le parti aujourd'hui, j'ai à ma droite Ifakat Youna, à ma gauche Yazid Amara, que ça fait de nous un parti issu de l'immigration. Non, nous sommes des personnes, des Français, à part entière, et nous essayons de faire évoluer la société et les mentalités. Notamment cette mentalité de toujours devoir dire, parce qu'on a une couleur qui est différente, parce que nous avons des origines qui sont différentes, de dire qu'on est un parti d'immigration. Je donnerai un exemple, et j'en terminerai là. Lorsqu'on fait attention concernant Manuel Valls, qui était Premier ministre fut un temps, ce dernier, son suppléant, est également d'origine espagnole. Personne ne l'a montré du doigt. Lorsqu'il a repris son fauteuil de député, le suppléant qui était d'origine espagnole a laissé le fauteuil. Il est devenu conseiller de Manuel Valls. Mais à aucun moment on a dit que c'était des Espagnols. Mais nous aussi, on est des Français à part entière. Nous sommes Français. Donc il faut arrêter à chaque fois de vouloir stigmatiser, diviser la société. C'est pour ça que nous disons droite-gauche n'existe pas, c'est l'humain qui existe avant tout, et il faut qu'on avance tous ensemble. C'est pas parce que vous avez une barbe, vous portez des lunettes, que moi j'ai pas de barbe, j'ai pas de lunettes, qu'on est différent. Avant tout, vous êtes un humain, je suis un humain. Alors, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que l'adjoint de Manuel Valls ne pose pas de questions? Mais par contre, on vous posera cette question. Parce que nous, on la posera comme Yazid l'a dit juste avant, parce que nous, on lâche rien. Nous, on est là pour changer les choses. Nous, on est là pour casser les privilèges. Nous, on donne la parole, avant tout, à la France d'en bas. On commence par en haut. C'est comme lorsque vous construisez une maison, si vous commencez à faire la toiture, elle ne tiendra jamais cette maison. Nous, on dit non. Le cœur, le problème actuellement, ce sont cette France qui est désœuvrée, cette France qui est oubliée, cette population qu'on n'arrête pas de montrer du doigt, dans tout milieu social, culturel, etc. À chaque fois, ce sont eux, soi-disant, qui sont le mal-être de la société, alors qu'on n'essaie pas de résoudre les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Mais on dit non, ce sont une partie de la population qui vient ternir le bon vivre ensemble. Au contraire, nous disons non. Déjà, on ne répond pas à ce genre de questions, parce qu'avant tout, il ne faut pas essayer de tirer le débat vers des choses futiles qui ne font pas avancer les problèmes de la société. Donc nous, on dit qu'il faut avancer. Et concernant les personnes qui essayent aujourd'hui de nous donner cette image, je leur dirais une chose. Regardez le Parti Socialiste, regardez l'UMP, anciennement RPR, et encore anciennement lorsqu'ils ont été fondés. En 2 ans et demi, est-ce qu'ils ont réussi à faire le brassage que nous, on a réussi à faire? Et je l'ai mis au défi. En 2 ans et demi, nous, aujourd'hui, on a 52 candidats, et nous avons des personnes de tout milieu, comme j'ai dit avant, etc. Donc je ne vais pas nous répéter ce que j'ai dit, mais aujourd'hui, nous, on arrive à le faire sans difficulté. On n'a pas de souci sur cela. On n'est pas un parti fermé. Au contraire, nous sommes un parti ouvert. Et ceci dérange beaucoup parce qu'on apporte une nouvelle chose. Et ça gêne énormément. Parce que jusqu'à présent, il y avait des clivages qui étaient installés. Il y avait des personnes qui faisaient de la politique leur métier. Dès que ça n'allait pas, ils changeaient de casquette. Ils créaient un nouveau parti ou bien passaient à un autre parti. Et ça continue ainsi. Mais aujourd'hui, les choses changent. Et nous sommes l'un des piliers de ce changement. On va laisser la... Je vous promets. Une dernière question. Allez-y. Qu'est-ce qui dit que vous n'êtes pas sur la même longueur que tous ces partis municipaux?
Le temps. Quand je dis vous, c'est pas vous perso, hein, Oui. je parlais. Voilà. Le temps. Déjà le temps, et surtout lorsque vous regardez les personnes qui nous entourent. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de trouver des candidats qui ont fait de la politique, déçus de la politique, qui ont été rejetés parce qu'ils voulaient être investis par tel parti. On aurait très bien pu faire des consensus avec d'autres personnes. La preuve en est que certains de nos candidats sont approchés par d'autres partis politiques. On leur propose des sommes d'argent pour qu'ils laissent leur investiture. Donc ceci prouve que nous sommes pas comme ces personnes. Au contraire, nous sommes là pour vraiment œuvrer pour l'humain. Et c'est vrai qu'il faut laisser le temps. Je ne dirais pas aujourd'hui, et je ne suis pas du tout la personne qui va toujours essayer de dire que nous sommes les meilleurs. Il faut laisser le temps et nous donner notre chance. Comme il a dit Yazid, on lâche rien. Il faut 2 mains pour applaudir. Nous sommes la première. Tendez la vôtre. Donnez-nous la chance et vous verrez que c'est pas du tout pareil parce que nous, on vient d'en bas. Nous, on sait ce que c'est les souffrances. Yazid vient de faire son parcours. Vous avez expliqué le parcours. C'est le candidat de la 21e. Dites-moi quel député aujourd'hui a le même parcours que Yazid, a eu les mêmes souffrances que Yazid, a dû subir, surmonter, changer de métier, d'orientation professionnelle comme Yazid. Vous n'en trouverez pas. Donc Yazid, avant tout, il sait ce que c'est la difficulté. Et c'est parce que le jour où il va réussir à être votre voix, que cette personne va commencer à vouloir, du moins va changer concernant son engagement. Non, au contraire, c'est pour ça que nous, lorsque Yazid a postulé par l'intermédiaire de IFACAT, on a vu le côté qu'il avait, ce côté humain, qui vient vraiment de la France d'en bas. Et c'est ce qui est important pour le parti Égalité Justice. Mais oui, après, il faut laisser faire le temps. On verra ce que le temps dira. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Chakir. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec des amis. Et dans cette discussion, il avait été dit que si vous connaissez un député qui a connu les minima sociaux, le RMI, le RSA, la SS, d'accord, bah vous me le ramenez devant moi. Moi, je suis passé par ces différents dispositifs. J'étais RMiste il y a très longtemps. J'ai dit non. J'ai refait des formations, je suis rentré à l'université. Ensuite, j'ai connu le RSA. J'ai dit non, je dois me battre. J'ai connu la SS. J'ai dit non, je dois encore me battre. Et ensuite, j'ai dit à mes amis, seul celui qui a été piqué par un problème, qui en connaît la douleur. Ceux qui n'ont jamais été piqués par quoi que ce soit, n'en connaissent pas la douleur. Qui veut dire demain, lorsque ces députés qui ont vécu dans l'aisance, dans la noblesse, seront face à des SDF, seront face à des personnes qui justement sont bénéficiaires de ces minima sociaux. De quelle manière, quel sera leur regard? Est-ce que ce sera un regard consciencieux, réfléchi, pensé, ou ce sera un regard furtif, faisant le faux semblant? Nous sommes avec vous, monsieur. Nous sommes avec vous, madame. Ne vous inquiétez pas. Votez pour moi et je vous aiderai. Non, moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Parce que cette misère, je l'ai connue. Qui veut dire, le cœur a pris un coup. Donc demain, je comprendrai mon prochain. Merci. On avait une question, vous avez dit la dernière question, donc on va vous faire un peu patienter. Non, parce qu'il y a une jeune fille qui voulait poser une question. Quand même. C'était pour recentrer le débat sur la circonscription, parce que là on parle beaucoup de choses générales. Je voulais savoir ce que vous proposiez concrètement en fait, pour augmenter la solidarité, comme vous disiez il y a quelques instants. Alors, concernant notre circonscription, il y a déjà pas mal d'actions qui sont menées, d'accord, dans le cadre de la population, et surtout ces actions-là par certaines associations, d'accord. Mais on peut améliorer cela. Et pour améliorer cela, ça c'est une question de débat. Effectivement, c'est au Parlement. C'est-à-dire là au jour d'aujourd'hui, d'accord, je ne peux pas vous dire qu'effectivement on va faire telle chose ou telle chose, telle chose. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que pour améliorer certaines situations, c'est qu'avant tout, il faut connaître le sens, d'accord, ce que c'est un travailleur social, le sens,
c'est-à-dire ce que c'est une association, et aussi quel est leur but et quel est leur projet. Et en fonction de cela, selon mon expérience, je dis toujours, tant qu'il n'y aura pas un comité de pilotage dans chaque commune et qui sera en solidarité avec d'autres communes, chose qui a été oubliée, d'accord, bon, on ne peut justement lancer ce genre d'opération. Voilà. Je vous en prie. Moi, j'aimerais avoir une explication sur quelle est votre vision de la laïcité. La vision de la laïcité, elle est simple chez nous. Je pense que si vous avez visionné le site, nous on dit qu'il faut revenir à la définition de 1905. Pour nous, il n'y a pas de discrimination, de rejet d'une personne qui veut s'habiller, si vous parlez de tenue vestimentaire, qui veut penser de la manière dont il a envie. Il n'y a pas de rejet chez nous, il n'y a pas de rejet dans n'importe quel secteur ou dans n'importe quelle action du PEJ. Nous disons qu'on doit respecter la religion, les convictions de chacun, mais jamais s'immiscer dans sa vie privée, dans sa vie intime. Je m'explique. La sphère privée doit rester dans la sphère privée, la politique ne doit pas s'en mêler. Aujourd'hui, malheureusement, sur la théorie de la laïcité, on est en train de mettre en place des interdits, alors que c'est la volonté d'une personne majeure, consentante, de vouloir penser comme elle le pense, de vouloir s'habiller comme elle le souhaite s'habiller. On veut dicter notre mode de vie contre sa volonté. C'est contraire aux valeurs de la République. C'est contraire à la démocratie. Si une personne n'est pas sous la pression, que ce soit la pression familiale, que ce soit la pression de son époux ou de son épouse, il faut laisser cette personne vivre comme elle le souhaite. Nous ne sommes pas là pour porter du jugement. Nous, encore une fois, nous regardons ce qu'elle a au fond de elle, cette personne. On n'essaye pas de juger la personne par rapport à sa tenue, par rapport à sa pensée, par rapport à sa façon de manger, ses habitudes culinaires. Nous sommes plutôt dans la liberté de chacun, dans sa sphère privée, tant que celle-ci ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc si elle ne porte pas atteinte à l'ordre public, on ne doit pas interdire que ce soit un jeune homme, une jeune fille, de vouloir se promener, de réfléchir, de se vêtir comme elle le souhaite, seulement et uniquement par rapport à notre volonté qui est contraire à la sienne. Aujourd'hui, malheureusement, on légifère sans demander, à travers des médiations, à travers des commissions, sans demander à cette jeune fille ou ce jeune garçon ce qu'il pense réellement. Oui, nous sommes contre les pressions, oui, nous sommes contre des personnes mineures qui sont dans l'obligation de devoir s'affranchir à la volonté de la famille, mais nous sommes pour les personnes qui souhaitent s'habiller, se déplacer, se nourrir de la manière dont ils souhaitent. Donc le PEJ ne vient pas interférer dans le privé des gens, et il faut arrêter parce que le problème aujourd'hui, on lit à l'envers le texte de 1905, on pense qu'avant tout il faut interdire. Au contraire, la genèse de la loi de 1905 c'était plutôt une liberté sans porter atteinte à l'ordre public. Vous êtes journaliste? Non. Presque. Ben, je vous donne la carte. Hein. Il est debout. Hein. Le journaliste il est là, mais je pense que... Je passerai après. Il y avait une place devant. Hein. Justement, j'attends les journalistes qui appellent. Donnez-lui la parole. Non, vous avez une question ou... Allez-y. C'est la dernière. Non, il y en a plein d'autres. Voilà. On est là jusqu'à demain. Exactement. Non, mais ça fait partie. Oui, ça fait partie du débat, bien entendu. Moi, ça fait partie. Plus le débat est interactif, mieux on se connaît. Ça va faire partie du débat à l'Assemblée aussi. Alors voilà, la même chose, de la même nature, l'insécurité. L'insécurité, mais ça dépend. Quelle insécurité? Il y a plusieurs insécurités. L'insécurité publique. Bon, c'est encore large. Bah, je pense que je vois dans quel terrain vous essayez de me ramener. L'insécurité concernant... Oui, l'insécurité, vous savez, l'insécurité, c'est un fait qui existe et qui sera toujours. Malheureusement, lorsqu'on parle d'insécurité aujourd'hui, on est en train de stigmatiser à nouveau une partie d'une ville, à savoir les banlieues, à savoir des personnes qui sont dans des quartiers qui seraient nocifs et qui porteraient atteinte. Oui, malheureusement, il y a des problèmes. Oui, il faut travailler dessus. Mais nous, avant tout, on parle de la prévention. Il faut faire de la prévention avant de faire de la répression. Encore une fois, pour moi, il n'y a personne au fond de soi qui est animé par une mauvaise volonté.
il y a toujours du bon dans chacun. Mais malheureusement, à force de vivre des épreuves très difficiles, il arrive à un moment donné que ces personnes perdent leurs repères et automatiquement créent cette insécurité. Donc avant qu'il y ait cette perte de repères, il faut que l'État, notamment si un jour on est amené à être au pouvoir, qu'on puisse avoir des politiques adaptées à ces personnes. Il ne faut pas faire des politiques, préparer une feuille de route et mettre en application alors qu'on ne connaît pas le terrain. Il faut d'abord connaître le terrain, faire des propositions concrètes, selon la demande, pour pouvoir avancer et essayer de faire en sorte que l'éducation dans ces banlieues, dans ces quartiers, puisse être vraiment le cœur, mais vraiment quand je parle de cœur, le cœur de la politique, afin de donner envie à ces jeunes d'étudier. Moi, je mets quiconque au défi aujourd'hui, n'importe quel jeune aujourd'hui a envie, comme tout le monde, de pouvoir faire des études honorables, de construire une famille, de fonder une famille, d'avoir une maison et de vivre dans la meilleure des manières possibles. Mais malheureusement, lorsqu'on perd de son repère, il arrive à un moment donné qu'on est en décalage de la société, et une fois qu'il y a ce rouage, et une fois qu'on a commis des infractions, il y a du mal à se réinsérer. Oui, il y a une réelle politique à faire. Oui, nous avons besoin aujourd'hui de reconsidérer ces jeunes, de leur donner plus de responsabilités et surtout de leur donner de la confiance. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui manquent beaucoup de confiance. On est toujours, encore une fois, en train de les juger avant de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avancer avec eux. Alors le parti il est peu connu, est-ce que vous pourrez me présenter un petit peu un aperçu sur le parti, l'histoire du parti? Bon, j'ai fait une petite genèse, du moins j'ai un peu expliqué comment le parti s'est fondé. En fin de compte, c'est simple. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui au parti Égalité Justice sont à l'image des Yazid. Ce sont des personnes qui ont voulu faire sans contrepartie de la politique de manière bénévole pour faire avancer le débat de la société, notamment les problématiques dans les quartiers, dans les banlieues, dans cette insertion, dans l'insertion de la jeunesse, que ce soit l'insertion de la diversité ou bien de la jeunesse qui est en perte de repères, et qui ont été déçus par les partis ordinaires. Ces partis ordinaires, encore une fois, ils ont dicté les règles d'en haut, ils ont été obligés de suivre une certaine réglementation interne, et lorsqu'on proposait des nouvelles idées et qu'on avait envie de faire avancer le débat, malheureusement, on était tout de suite des personnes non grata. On nous jugeait par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on était, parce que nous, on dit toujours qu'une personne qui conserve ses valeurs et qui a toujours son attachement sans couper le cordon ombilical, c'est une personne qui rapporte encore plus pour la société, et ce sont des termes qui dérangeaient. Donc au fur et à mesure, à partir de 2005-2006, on s'est aperçu que dans ces partis ordinaires, il n'y avait vraiment rien à faire, parce que, avant tout, encore une fois, aujourd'hui, si vous faites partie d'un parti comme le PS qui est en train d'imploser, encore une fois, malgré que cette implosion est avérée, les places pour la députation sont déjà jouées d'avance. Oui, on a le droit de postuler, oui, on a le droit de demander, mais comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui sont sélectionnés, qui sont toujours les mêmes sur le terrain. Donc il n'y a pas un renouvellement de la classe politique qui a été fait, et on s'est dit qu'il fallait tout doucement commencer à prendre les choses en main, notamment à travers des élections locales. Ce qui s'est passé en 2014, on a participé à plusieurs élections dans différentes villes, dans les élections municipales, et de là on s'est aperçu, comme je l'ai dit avant, qu'il y avait un socle électoral important et qu'il fallait donner cette motivation, parce que lorsqu'on a fait les élections municipales, on les a fait en 5-6 semaines, et la moyenne était quand même de 4-5% de personnes qui votaient pour ces listes citoyennes. On s'est aperçu qu'il fallait continuer ce travail à travers une formation politique. Parce que lorsqu'on était avec une liste citoyenne, c'est encore une fois, on s'est rendu compte que ce n'était pas très crédible et légitime. Étant donné qu'on fait une élection, après pouvoir rassembler à nous toutes ces personnes autour d'une idée, c'était difficile. Au bout de 5-6 ans, il y en a qui partaient, il y en a qui lâchaient. Donc on s'est dit, il faut un socle, un parti politique qui puisse à chaque fois faire avancer le débat de la société. On a créé en janvier 2015 le parti Égalité Justice. En mars 2015, on a fait les cantonales avec 10 listes, 10 listes cantonales, et on a encore fait des scores entre 4 et 5%. L'an dernier, on a fait des élections partielles législatives à Strasbourg. On était environ à 3,5%, et c'est de là que le parti est créé, avec des personnes qui connaissent la politique, mais qui ne sont pas les professionnels de la politique, parce que être professionnel de la politique, c'est penser avant tout à sa poche. Et nous, on ne veut pas penser à la poche. Il est vrai que quand on entend politique, on a l'impression qu'on doit tomber sur des personnes qui ont une formation politique approfondie, avec de grandes connaissances sur les grandes lignes, questions contemporaines, questions de la société. Mais il y a une chose que j'avais fait savoir et que j'ai apprécié beaucoup, c'est ce qu'il a fait Emmanuel Macron là récemment. Parmi ses candidats aux élections législatives, il a pris 52%, d'accord, des personnes de la société civile. Et parmi ces 52%, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc
des étudiants, donc il a à peu près 24 ans, je pense, c'est le plus jeune. Il y a des demandeurs d'emploi aussi. Et ça, sincèrement, ça m'a touché. Il a pris 2 demandeurs d'emploi. Cela veut dire que, vous vous rendez compte, au jour d'aujourd'hui, ces 2 demandeurs d'emploi, qui ne connaissent rien de la politique, d'accord, demain peuvent être députés. Et là, en menant une certaine réflexion, j'ai dit que, effectivement, ça peut être un bon équilibre. D'un côté, il y aura les anciens politicards qui maîtrisent la politique, selon eux, une politique ancestrale aussi, parce qu'ils ne bougent jamais de leur siège, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils sont là. Et d'un autre côté, il y aura une autre catégorie d'individus qui ne connaissent pas du tout, connaissent pas grand-chose de la politique, mais ce sont des personnes qui vont faire évoluer les choses. C'est pourquoi? Parce qu'ils vont se donner à fond à travailler. Ils vont tellement se donner à fond et travailler pour avoir cet équilibre-là. Et c'est pour cette raison que nous, moi, ainsi que Ifarkat, Yuna, d'accord, nous faisons partie de ces gens-là. Quand on dit on fait partie de ces gens-là, me connaissant et connaissant bien Yuna, c'est qu'on ne lâchera rien et on se donnera à fond. On se donnera à fond dans le sens pour améliorer, pour donner une valeur ajoutée justement aux besoins de la population et aux besoins de notre circonscription, notre bel territoire qui est la 21e circonscription. Merci beaucoup. D'autres questions? Il n'y en a plus? Non. Kamel? Il y en a ici. Trop tard. Alors, Léa, si tu es élu à l'Assemblée, dans quelle commission tu voudrais travailler et ensuite dans quelle, comment dirais-je, commission d'enquête tu voudrais participer? Alors, la commission, et je pense qu'on en a discuté, ce sera plutôt plus dans la commission de la formation et d'éducation. Ce sera plus dans celle-là. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant qu'enseignant, je pense qu'il y a énormément de choses à apporter à l'éducation nationale. Lorsque j'entends qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent de la classe de 3e et qui sont illettrés, analphabètes, ça me donne des migraines. J'étais parent d'élèves à une époque. Et un jour, j'étais avec des enseignants autour de moi, et c'était conseil de classe. Un élève de classe de 4e. Vous vous rendez compte? 4e. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e. Donc ça fait 7 ans qu'il est dans l'éducation nationale. Je ne compte pas la maternelle. 7 ans. Classe de 4e. 2, je me souviens, 6 ou 7 de moyenne générale. Classe de 4e. 2,6 de moyenne générale. J'ai été étonné. Donc, il y avait les enseignants à côté de moi. Oui, c'est un élève qui ne veut pas travailler, c'est un élève paresseux, c'est un élève qui n'est pas présent. Et il y avait une prof honnête à côté de moi qui a eu le courage de dire, mais cet élève ne sait pas lire. Et là, j'ai rebondi dessus. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de dispositif pour ces élèves en difficulté? Ah oui, mais c'est un coût, hein? C'est un coût, hein? Il faut mobiliser des enseignants, hein? Je vous assure, hein? Je dis, ah bon? Je dis, mais attendez, vous n'êtes pas rendu compte qu'il ne savait pas lire lorsqu'il était en 6e? Il n'y a pas un dossier de suivi de la primaire avec la transition classe de 6e? Ah ben, vous savez, si, mais ça nous a échappé. Ça vous a échappé? Non, en 4e, vous allez le faire passer en 3e. Et après la 3e, il va faire quoi? Il n'y aura aucun lycée. Même un CAP ne pourra même pas le passer. Rien. Et là, j'ai dit, vous savez, ce jeune homme-là, vous l'avez construit. C'est une bombe à retardement. Un futur délinquant. Parce que la société va le rejeter, il va se marginaliser. Et quand il va se marginaliser, la frustration, ça fait mal. L'isolement. Et là, on a construit un bon délinquant pour demain. Voilà la commission que je voudrais faire, Frédéric. C'est dans cette commission-là. Parce qu'il y a des choses à dire, à faire. Vous savez pourquoi? Par mon vécu et mon expérience. Lorsque j'entends un député qui dit « Le petit pain au chocolat coûte 10 centimes », c'est que lui, il n'a jamais acheté un petit pain au chocolat. Un chocolat, aujourd'hui, entre 90 et 1,20 €. C'est qu'il n'a pas la réalité du terrain. Cette réalité, ils ne l'ont pas. Mais tous ceux qui arrivent, les futurs députés, là, une grande partie ont la réalité du terrain. C'est le vécu qui va changer les choses. Merci. Ça faisait longtemps. Non, vous avez une question? C'est juste pour vous dire, la travailleuse sociale là-bas, j'aimerais savoir, le député Amarov, qu'est-ce qu'il ferait avec sa réserve parlementaire? Il embaucherait Mario.
Qu'est-ce que vous ferez à votre réserve parlementaire? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas entendu la question. Il a demandé la question Non, en fait- qu'est-ce que tu feras avec ta réserve parlementaire de 130 000 euros annuels? Ah! Bienvenue, Nordine. Tu peux t'asseoir. Je te remercie. Alors, ce que je vais faire avec les 130 000 euros annuels. Ah, mais je ne savais pas ça. Ah, c'est une bonne nouvelle. Une réserve parlementaire. C'est ça, hein? Oui, c'est la réserve parlementaire. D'accord. Ah, je ne savais pas qu'il y avait 130 000 euros. Oui? Je sais ce que c'est. Oui, madame, Ouais, c'est une indemnisation. Mais si, il le sait, il le fait C'est pas. une indemnisation, ouais. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, vous savez, avec ces 130 000, premièrement, je vais m'acheter une belle Rolls-Royce avec une belle voiture. Non. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Patrick Leroy qui est décédé? Député, Patrick Leroy. Qui était député, c'est-à-dire député maire à Denain. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. C'est un homme avec lequel on a mangé ensemble, on a discuté ensemble. Tu étais avec nous, Frédéric, à cette époque-là. Et lui, il me disait toujours, avec cet argent-là, j'aidais les associations en difficulté. C'est ce qu'il faisait. Lorsqu'il y avait la connaissance d'une association qui était en difficulté, il m'avait partagé cet argent-là. Et il a toujours milité, surtout du côté humain. Donc, Kamel, pour répondre à ta question, je pense que j'ai eu une bonne leçon à cette époque-là, et j'en ferai de même aussi. c'est-à-dire Je vais rester au niveau des associations. Le partage se fera avec eux. Tu croyais quand même pas que j'allais t'en donner une partie quand même, non? Non, mais concernant cette réserve parlementaire, on a déjà été clair à plusieurs reprises, on en parle également dans le manifeste et dans le programme. Comme le disait Yazid, avant tout, il faut qu'on puisse aider toutes les associations à pied égal. Il faut arrêter de favoriser certaines associations au détriment d'autres qui en ont plus besoin souvent, et toujours les mêmes qui reçoivent des parts très importantes, et d'autres qu'on oublie. Et malheureusement, ça crée un fossé, parce qu'aujourd'hui, le monde associatif, c'est également la possibilité de donner des rêves à des gens. Parce qu'à l'époque, je ne suis pas très vieux, mais lorsque j'étais jeune, les centres culturels, c'était vraiment un moment où, lorsqu'on sortait de l'école, une fois qu'on avait fait nos devoirs, l'aide de devoirs, on faisait le centre culturel, on mettait le cartable de côté, on pouvait s'épanouir. On pouvait vraiment vider toute l'énergie que nous avions. Aujourd'hui, lorsque je vois mes neveux dans le centre culturel, c'est plus devenu des baraques fermées et où il y a vraiment un problème, un réel souci de financement, et de jour en jour, il y a une dégradation considérable. Donc il faut redonner cette vitalité aux associations qui puissent à tout moment pouvoir à nouveau, dans chaque quartier, dans chaque rue, permettre aux gens de pouvoir à nouveau avoir des activités socio-culturelles et pouvoir avancer. Il faut arrêter à chaque fois de devoir, parce qu'il y a des réseaux qui sont mis en place, en pensant qu'on va être réélu 5 ans plus tard, toujours favoriser les mêmes parce qu'ils ont un réseau qui va nous permettre d'avoir plus de voix. Nous, on est contre cela, ça sera une répartition équitable pour tout le monde, sans faire de distinction de couleur, de race, etc. Il va pas se lâcher celui-là. Ah, je l'aime, moi, je l'adore. Non, mais je l'adore. En plus, c'est mon ami d'enfance. Il n'y a rien à nous embêter. Et j'aime parce que c'est mis au fond. des demandeurs d'emploi, parce qu'effectivement, en Timothée, on dit des chômeurs. Les chômeurs, c'est pas péjoratif, c'est pas très valorisant, c'est plutôt des demandeurs d'emploi. Vous avez lu dans votre fiche que vous avez eu par votre ami, demandeur d'emploi. Qu'est-ce que vous allez proposer, justement, pour essayer de sortir ces demandeurs d'emploi de leur précarité, en sachant que dans les 20 villes, il y a certaines villes où c'est conséquent, les demandeurs d'emploi de catégorie B et non A, surtout catégorie B. Qu'est-ce que vous allez proposer? Concernant les demandeurs d'emploi, ça c'est une question qui est nationale, hein. Donc elle n'est pas du tout locale. Et pour pouvoir éradiquer justement au chômage pour certains, il m'est difficile aujourd'hui de pouvoir donner des solutions générales. Mais ce dont je suis sûr et ce que je peux faire,
c'est lors des échanges de débats, lors des échanges dans le cadre des débats politiques, on peut apporter justement une touche qui est personnelle. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 9 millions de chômeurs. Ce n'est pas 2,7 millions ou 3 millions. On est à plus de 9 millions de chômeurs. Et ça, c'est une question d'économie nationale. Et là, on va rentrer dans un dispositif qui est très difficile aujourd'hui de pouvoir en débattre, parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Et pour cela, il faut aussi d'avoir une certaine maturité politique pour pouvoir y comprendre pas mal de choses. 9 millions de chômeurs, je compte ceux qui sont en catégorie A, B, les vacations, pour moi c'est des demandeurs d'emploi, ceux qui sont aussi dans les CDD et dans des contrats de précarité, ils en font partie aussi. Pour cela, il faudra attendre le jour où les 577 députés seront présents, parce que je suis persuadé que c'est une question qui sera tellement demandée et soulevée ces prochains mois. Parce que ce qu'il faut savoir, lors des dernières élections présidentielles 2012, François Hollande a été voté pour une justice sociale. Il a été voté aussi parce qu'il disait qu'il allait diminuer le chômage. Vous vous rendez compte que lors de son quinquennat, ça a été très 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 difficile parce qu'il y avait d'autres questions bien plus importantes. Et si ces questions-là n'étaient pas résolues, il était impossible de pouvoir résoudre le problème du chômage. Et ça, c'était l'économie, le MEDEF, les entreprises, et j'en passe, et j'en passe. Le jour où les banquiers, tels que M. Emmanuel Macron, se décidera à ouvrir les portes, le jour où le MEDEF comprendra la situation sociale de la France d'en bas, je pense que le chômage diminuera, mais pas dans sa totalité, parce que le chômage lui-même a un coût, et ce coût-là, c'est là qui est important pour pouvoir se battre, se défendre, pour pouvoir le diminuer au maximum. Il faudra du temps. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Ça fait plus de 35 ans qu'on parle de cela. Depuis Giscard d'Estaing, vous vous rendez compte? Ensuite, avec l'arrivée de François Mitterrand. Et ensuite, il y avait Chirac. Et ensuite, Sarkozy. François Hollande. Mon cher ami Kamel, si vous avez la meilleure des solutions, elle sera la bienvenue et je la prends. Parce que c'est cette solution-là et cette parole-là que je claquerai dans l'Assemblée nationale. Merci. 30 secondes. Je réponds à votre question aussi. Oui, mais justement, ça va compléter et la réponse que On ne j'aurais. va pas pouvoir faire de miracle, ça c'est sûr et certain, ce serait vous mentir. C'est pas question de miracle, je pensais à la préférence régionale. Est-ce qu'il y aurait des interventions du député Yazid Amara éventuellement pour faire embaucher telle et telle et telle dans telle entreprise qui viendrait gagner... Attends, une phrase, je vais répondre. Monsieur Kamel Zaidi, je ne suis pas un commerçant, je ne fais pas de business, moi. Merci. À ceux qui vont venir vous voir et puis qui vont vous dire, voilà, qu'est-ce que vous répondez à la population qui est devant vous. Vous savez, ce qu'on répond encore une fois que toute franchise, avant tout, Yazid, ce que j'espère le soir, ça va être difficile du 11, mais du 18, lorsqu'il est élu député, il est député de la France entière, et non uniquement de la 20e circonscription, mais il va œuvrer pour la 21e circonscription du Nord. Mais avant tout, Yazid, depuis avant ce qu'il essaie d'exprimer et de dire, il ne ment pas, il n'essaie pas de vous raconter des choses en disant qu'on va baisser les charges sociales, on va augmenter par-ci, on va prendre la TVA par-là, on va faire ci, on va faire ça, et après on va commencer à mettre de l'emploi, et ça va permettre de relancer le bassin. Et en plus, j'ai eu des contacts avec Nissan qui veut faire concurrence à Toyota, donc on va mettre Nissan ici, parce que Renault, je le connais. Non, nous, on n'est pas en train de vendre des choses, on est réaliste. Restons réalistes et essayons à nouveau de donner confiance. Un exemple tout simple, lorsqu'il fait gris comme ça, on n'a pas le moral. Lorsqu'il y a du soleil, on a envie de tout arracher. On se dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Donc nous, on a envie déjà de redonner confiance à cette population qui puisse se dire qu'elle est capable. Encore, comme je l'ai expliqué avant, dans les banlieues, dans les quartiers, lorsque nous avons des jeunes qui sont déscolarisés, des jeunes qui sont en dehors de la société, ce sont des jeunes qui ont eu et qui ont vécu des périodes très difficiles de leur vie. Une personne qui est au chômage n'a pas envie de rester au chômage. Une personne qui est au chômage a envie de pouvoir s'en sortir.
mais ça ne va pas s'en sortir aujourd'hui, c'est que moralement, ça ne va plus. C'est qu'il n'arrive plus à avoir cette force au fond de lui pour pouvoir rebondir et pouvoir trouver à nouveau la confiance qu'il avait auparavant. On a des exemples comme Yazid. Yazid, il nous explique qu'il est passé par le RMI. Il y en a certains d'ici qui ne savent pas ce que c'est le RMI. Ben, c'est le RSA d'avant. Il est passé par le RSA. Mais Yazid, il a toujours eu cette possibilité, cette confiance en lui de pouvoir avancer. Aujourd'hui, il est enseignant. Donc voilà, Yazid, à travers son expérience, va pouvoir redonner confiance. Et je pense que le chômage, pour le combattre, c'est aussi une des façons pour pouvoir combattre en masse le chômage. Redonner confiance à la personne, qu'elle est capable de faire quelque chose, qu'elle va pouvoir avancer. Et comme il a dit avant, il faut arrêter, il faut couper un peu les vannes, parce qu'à chaque fois qu'on voit toutes les grosses multinationales qui font des bénéfices et des bénéfices et des bénéfices, c'est que le problème, encore une fois, c'est pas de la faute de la France d'en bas, mais ça vient encore une fois du CAC 40, du MEDEF, et j'en passerai, j'ai pas envie maintenant de tous les citer. Tous les ans, ils font leurs bénéfices, mais au détriment de la population qui en pâtit davantage et davantage. Et on sait bientôt que Emmanuel Macron va nous mettre la TVA à 21%. On va penser que c'est la solution pour le chômage et pour d'autres, pour payer d'autres dettes. Mais encore une fois, ça ne sera pas la solution. Le chômage va augmenter. Hollande nous a promis beaucoup de choses en 5 ans. Il est content de son bilan parce qu'à un moment donné, je crois que pendant 2 mois consécutifs, il a réussi à réduire le chômage. Mais aujourd'hui, on voit dans quelle situation on est. Donc, encore pour finir, Yazid dit les choses concrètes et vraies et non dire qu'il a eu contact avec Renault, avec Peugeot et qu'il va installer une dizaine de sociétés ici. La deuxième partie de ma précédente question, c'était dans quelle commission d'enquête tu voudrais participer? C'est-à-dire au sein de l'Assemblée, bon, par exemple, il y avait les paradis fiscaux, c'était les frères Bocquet avec le Dupont-Aignan pour sortir un bouquin. Il y a, bon, par exemple, ça peut être des sectes, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui te plairait comme commission d'enquête dans laquelle tu te sentirais bien ou dans laquelle tu apporterais, voilà, dans laquelle tu voudrais travailler? Moi, j'aimerais bien travailler avec l'anthropologue Dounia. Dounia, c'est celle qui se bat au jour d'aujourd'hui dans le cadre de la déradicalisation, dans le cadre des sectes, dans le cadre des associations qui font peur à la France. C'est plus dans ce domaine-là que moi je me sentirais le mieux. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, je suis la première barrière qui fait face à cela et j'entame des tables rondes dans ce sens-là. Ce sera plutôt plus dans cette commission d'enquête que je me sentirai le mieux. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Généralement, en fait, quand un parti politique se crée, bon, il y a des nouvelles idées qui sont reprises par les anciens partis. Alors, chez vous, quelle est l'idée ou les idées que vous sentez reprises dans un avenir proche par les grands partis, par les anciens partis? Bon, on a déjà plusieurs idées qui sont reprises, notamment de voter blanc au premier tour et au deuxième tour des présidentielles. Ça a été repris par notre ami Mélenchon au second tour. Nous étions les premiers à dire qu'il fallait voter blanc et à chaque fois on a été montré du doigt et en disant qu'on faisait n'importe quoi, qu'on faisait le jeu du Front National. C'est une bonne chose, je pense que c'est une première victoire du PEJ. Après, concernant, je pense, sur le vivre ensemble, nous parlons du bon vivre ensemble, je pense que cette terminologie va être travaillée davantage. Parce que le vivre ensemble, ça fait 10 ans qu'on expérimente, mais ça ne sert à rien du fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du vivre ensemble, si ce n'est qu'il faut essayer de cohabiter ensemble. Mais lorsqu'on oublie de bien vivre ensemble, ceci manque de sens, étant donné qu'on fait des réunions, on se voit et on se dit qu'on va avancer. Je pense que le terme de bon vivre ensemble va également prendre de plus en plus sa part dans la société et dans les politiques à venir. Enfin, ce qui est également important, bon après je ne vais pas dire ces notions que nous avons réalisées, mais nous depuis le début, depuis 2015, on parle de ni droite ni gauche. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la composition du gouvernement, c'est vraiment un mixage de tout ce que nous, on souhaitait faire depuis le début, mais bon, à une échelle beaucoup plus réduite. Mais ça permet également de voir que ce sont des notions qui vont être reprises, parce que lorsque je vois des candidats à la députation, ils ne parlent pas de droite, de gauche, même s'ils sont investis LR, même s'ils sont investis PS, même s'ils sont investis En Marche, mais ils parlent plutôt d'une politique qui doit être au-dessus des clivages. Enfin, ce qui va être pris et repris, c'est l'égalité et la justice. Parce qu'avant tout, dans la société,
il faut que nous soyons tous traités de manière égale et juste. Si nous sommes traités de manière égale et juste, nous allons pouvoir faire avancer le débat et nous allons pouvoir tous ensemble réaliser des jours heureux pour la France. Donc voilà ce que je pense qui sera repris dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir concernant le PEJ, et étant donné qu'on apporte des choses nouvelles. Et je pense également, ce qui risque d'être pris, c'est plus de considération à des personnes issues de la société civile, de la diversité, parce que réellement, ce sont des gens qui travaillent sur le terrain et qu'on oublie souvent. Oui. Bah, notre ami, il a arrêté. Ça va? Je vois que tu te rapproches de plus en... Non, je vois que tu te rapproches de plus en plus du buffet, hein. Attention. Hein. Mais allez-y, vas-y. Je prends encore une question, après je reviens. Vous avez parlé d'égalité, mais dans les années 90, on a introduit la discrimination positive. Mais la discrimination positive va à l'encontre du principe d'égalité. Encore une fois, on parle de discrimination positive. Lorsqu'on fait la discrimination positive, on est en train de discriminer une autre tranche de la population. Donc pour moi, c'est encore une notion qui est vide. On a fait croire à des personnes qu'on allait pouvoir, à travers une certaine discrimination, leur redonner la possibilité de s'épanouir. Mais une fois encore, les personnes qui ont été discriminées à cause de ces personnes avaient de la rancœur, et les personnes qui ont bénéficié de la discrimination positive étaient des personnes montrées du doigt, étant donné qu'ils, soi-disant, ne méritaient pas d'être à ces places parce qu'ils ont eu un tremplin dans leur vie. Toutes ces notions, je pense, ils ont été tous mal travaillées. On n'a pas pensé sur le coup. On avait l'impression que c'était des terminologies qui étaient plutôt sympathiques, qui avaient du sens, mais on n'a jamais réfléchi les conséquences sociales, les conséquences culturelles, économiques que ça peut mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que moi, je viens d'une banlieue ou bien d'un quartier que je dois avoir plus de chance ou moins de chance que d'autres. C'est plus de chance que d'autres, ça voudrait dire qu'à un moment donné, j'ai eu en jargon, du piston. Avoir du piston, ça me met déjà mal à l'aise vis-à-vis de mes collègues, parce que eux savent que je suis venu à travers un piston. Donc ça, c'est pas bon. Pour moi, la discrimination ne doit pas exister. Qu'elle soit positive ou négative, il n'y a pas de discrimination. C'est avant tout la valeur apportée de la personne et mettre, encore une fois, avant tout, au devant de nous, ce que la personne humainement peut apporter. Et non à chaque fois par rapport à son milieu social, culturel, politique et autres. Alors dans ce cas, comment résoudre les problèmes de discrimination à grande échelle, pas forcément dans les cités, mais partout? Moi je pense que la discrimination, elle est où? C'est lorsqu'on se sent mal. Lorsqu'on se sent mal, on n'essaie pas de chercher la solution en soi, mais on voit le problème chez l'autre. Donc c'est le problème de l'autre qu'on va essayer de mettre en avant en disant c'est ta faute, c'est à cause de toi, parce que à un moment donné, tu as eu la chance de faire une meilleure école que moi. À un moment donné, tu viens d'une classe plus aisée que moi, et donc tu as eu cette possibilité d'avoir un tremplin sportif, culturel, économique, et c'est toi. Mais on se dit jamais, à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que je puisse avancer? Je pense que la personne doit avant tout faire un travail sur soi-même, et que là, on pourra endiguer le terme de discrimination. La discrimination ne doit pas être le fait d'une personne qui se sent maltraitée, mais au contraire, on doit arrêter de juger la personne en face de soi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on se sent mal, c'est non, mais c'est la faute à l'autre. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a pas mis le clignotant, etc. Et j'en passe. Il y a plein de choses qui se passent. C'est la discrimination. Je donne un exemple. Je viens des banlieues. Je suis d'origine, j'ai des origines. Et à chaque fois que ça ne va pas, je vois beaucoup des personnes qui ont des origines en se disant, mais si aujourd'hui on n'a pas fait le dossier, c'est parce que il y a la discrimination et du racisme. Non, monsieur, il n'y a pas ça. C'est qu'il faut avant tout voir comment tu t'es comporté avec cette personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Si déjà tu vas avec des a priori en face de cette personne, naturellement, tu vas te sentir agressé. Et c'est ça que nous, on essaie de casser aujourd'hui. Il n'y a plus de complexe de dire je suis français d'origine et de confession. Ce complexe, il n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes tous la France. Nous faisons partie tous à part entière de la France pour faire avancer cette société. Et c'est ça qu'on doit pouvoir dire tous ensemble. Et arrêter à chaque fois de trouver des notions qui peuvent diviser, ne pas être tout à fait clair pour l'un, pour l'autre, le terme de laïcité, le terme... Mais non, il faut arrêter tout cela. Parce que on voit très bien dans cette salle aujourd'hui, il y a des personnes de tout horizon. On se sent très bien. On va aller au buffet, j'en vois un qui est en train de regarder le buffet depuis avant, mais je vois aussi. Donc on va tous après partager le verre. Donc c'est ça. Si on n'a pas ces a priori, on va tous pouvoir avancer. Et c'est là que le mot discrimination va perdre de sa valeur.
quoi, c'est un état d'esprit. Président. Non, je reviens, je finis, c'est tout. Non, je pense qu'il y en a qui ont faim, c'est pour ça. C'est très idéaliste, c'est utopique, parce que la discrimination alliée, à l'époque d'aujourd'hui, elle est tout le temps. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne me suis jamais fait arrêter par la police. Moi, on m'a jamais interdit de rentrer dans les boîtes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a dit, toi on te connaît. Écoutez bien, pire que ça. Je ne suis pas raciste envers toi. C'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Et je peux aller plus loin. On va voir la corporation des avocats. La corporation des fonctionnaires, dont j'en fais partie, hein. Donc ça, on sait comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, hein. Mais c'est réaliste. Il faudra peut-être, par ma génération, suffit de vous, pas la vôtre, peut-être pas l'autre non plus, peut-être pas l'autre non plus. On ne peut pas se dire que ça n'existe pas. Oui, ça existe. On le voit tout ça. Moi j'ai la chance d'avoir un fils. Lorsqu'il était en maternelle, on avait déjà fait le choix, pas moi, la directrice. C'est-à-dire que celui-là il sera déjà là et celui-là il sera pas, il sera de l'autre côté. On peut revenir à ce qu'a dit Yazid tout à l'heure. Bon, là, c'est de la sélection, on parle plus de sélection. Mais encore une fois, vous me dites, c'est vrai, il y a de la discrimination positive vis-à-vis de vous. Et encore une fois, vous venez de dire les choses, c'est qu'il y a la discrimination, c'est l'être humain qui juge avant de juger soi-même. Pourquoi vous serez, je ne dis pas que vous êtes mauvais, pourquoi vous serez mieux qu'un autre qu'on ne connaît pas? C'est pas parce que vous connaissez vous que vous êtes meilleur que l'autre qu'on ne connaît pas. Donc il faut, encore une fois, c'est pas utopique, c'est pas idéaliste, etc. Moi je dis, avant de porter un jugement sur quiconque, il faut d'abord que je puisse le connaître. Avant d'avoir des a priori, comme depuis avant les questions que vous me posez concernant les questions que vous me posez, il me dit qu'il fait une pause parce que je crois qu'il a faim aussi. Donc, concernant, bon, on disait quoi il m'a dit avec sa pause, il m'a perturbé là. La discrimination, oui. Donc la discrimination. Et il faut, une fois pour toutes, qu'on puisse réaliser une chose qui est importante. Vous me parlez depuis avant de communautaristes, etc. concernant le PEJ. Mais encore une fois, il faut venir connaître le PEJ et arrêter de porter des jugements à travers ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qu'on croit comprendre. Et il faut une fois pour toutes avoir cette possibilité, et je dis ça à tout le monde, pas qu'à vous, de pouvoir casser ce qu'on a au fond de soi et de venir connaître l'autre. C'est pour ça que nous on dit le vivre ensemble. C'est une coquille vide. Le bon vivre ensemble est beaucoup plus important et beaucoup plus adapté à la société actuelle. Il faut que nous puissions aller vers l'autre. Moi je ne vous connais pas, mais je vous trouve fort sympathique. Parce que vos questions sont pertinentes. Vous avez une certaine évolution à travers vos questions pour faire évoluer le débat. C'est ce qu'il faut. Mais je ne dis pas aujourd'hui, vous me posez trop de questions. Non, au contraire, c'est ce qu'il faut. Mais je ne vous juge pas par rapport à ces questions. Et je ne vous demande pas d'aimer le PEJ. Moi je vous aime beaucoup, je vous apprécie parce qu'aujourd'hui vous avez le courage. Ne serait-ce, bon, après, une petite parenthèse, j'aurais bien voulu que vous soyez devant, ça vous a évité de vous lever à chaque fois et de descendre. Mais vous montrez une chose, c'est que vous avez cette possibilité aujourd'hui d'interroger un nouveau parti. Ceci veut dire que vous êtes également dans l'interrogation. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on voit que le débat avance et évolue. C'est pour ça que depuis avant, je pense que c'est très important et très pertinent ce que vous faites. Je vous remercie. On va faire une petite pause. On va continuer autour d'un verre parce que notre député est fatigué et il y a encore un grand marathon, 3 semaines. Je vous remercie déjà, d'ores et déjà toutes et tous d'avoir participé. Bien entendu, on va continuer autour d'un verre et j'espère que le soutien sera total pour notre ami Yazid. C'est possible de pouvoir faire une photo tous ensemble, ce serait sympa, de montrer encore une fois qu'il y a cette belle envie de vouloir faire changer les choses. Encore merci et bonne soirée.